Pues vamos con la última intervención de esta sesión inaugural, en la que tenemos el placer de contar con Pierre Dardot para presentarnos una comunicación, una ponencia, que, como veis, lo que hemos hecho ha sido traducirla al castellano. La traducción ha sido de Julien Canavera, que no sé si está aquí en la sala, sí, ahí le veo. Le damos las gracias por la traducción fantástica, y lo que vamos a hacer va a ser irla pasando a medida que Pierre va haciendo la intervención. Claro, eso, Pierre me pedía excusas que os dijera que no era su voluntad hacerlo así, pero es una exigencia del guión, es una exigencia que le imponemos nosotros a Pierre Dardot para que sea comprensible la conferencia. Posteriormente habrá un turno de preguntas en el que intentaré traducirle al francés lo que le preguntéis y luego trasladaros sus contestaciones, ¿vale? El año pasado con Christian Laval funcionó bien, pero no sé cómo funcionará hoy, o sea que como tenemos por aquí gente que se maneja en las dos lenguas, si alguien me echa una mano, yo estaré tremendamente agradecido. Bueno, Pierre Dardot, yo creo que no hace falta que lo presente demasiado, porque lo conocéis todos y todas, incluido el alumnado de nuestro grado, al que habitualmente solemos hablar de las obras de Laval y Dardot, que, como podéis comprobar, son dos personas diferentes, y esto, aunque pueda sonar a broma, no es tan broma, porque me contaba Pierre una anécdota en Francia, que fue a dar una conferencia y uno de los intervinientes le dijo que bueno, pues en estos momentos descubría que eran dos personas diferentes. Al ver que Dardot estaba solo, y que había otro Laval por ahí, pues que eran Laval y Dardot dos personas diferentes. Pues efectivamente son dos personas diferentes y les vamos a hacer jugar de manera diferente, porque hoy escucharemos a Dardot. Mañana tendremos la ocasión en la Pantera Rosa de asistir a la presentación del último libro en castellano de Ambordós, con lo cual los pondremos a jugar conjuntamente. Y el viernes de despedida pues tendremos a Christian Laval presentándonos una ponencia. Como sabéis, entre sus libros más conocidos, pues quizá el de Común, un tema que yo creo que va a ser muy recurrente en este congreso, que ya ha aparecido en algún momento. La nueva imagen del mundo, esa reflexión magnífica y luminosa sobre el neoliberalismo, que luego tuvo una especie de continuación en un libro más breve titulado La pesadilla que no acaba nunca, y un libro que no está traducido al castellano, pero al que yo le tengo mucho cariño y que enlaza perfectamente con este congreso, que es un libro que se titula Marx, prénom Karl, Marx de nombre Karl, que es un libro, es un tocho enorme sobre Marx, un tanto disuasorio en cuanto a dimensiones, pero realmente tremendamente interesante de contenido. Y yo, sin más, pues agradeciéndole muchísimo a Pierre Dardot la presencia aquí en Zaragoza, pues le cedo la palabra. Bonsoir à tous. Le titre de mon intervention, c'est donc le sceau de 1871 et la question de l'autogouvernement. Jacques Rougerie, qui est un historien de la Commune de Paris, a relevé ceci: en 1871, la pensée de Marx a fait un saut. L'expérience de la Commune, il le dira un an plus tard, l'a contraint à apporter la seule correction nécessaire au manifeste, mais une correction absolument essentielle. En effet, dans la préface à la réédition allemande de 1872, réédition du manifeste communiste, Marx et Engels reconnaissent eux-mêmes qu'au vu de l'expérience pratique de la Commune de Paris, le programme formulé dans le manifeste est aujourd'hui quelque peu vieilli. Parler de saut de la pensée de Marx, c'est se refuser à inscrire la guerre civile en France dans la continuité des écrits antérieurs à 1871, fût-ce sous la forme d'une complémentarité entre la période 1848-1852 et la période ouverte par la Commune en 1871. On ne souscrira donc pas à la lecture faite par Étienne Balibar en 1975
selon laquelle Marx donnerait en 1871 une définition positive de la dictature du prolétariat, qu'il n'aurait jusque-là définie que de manière seulement négative. En réalité, il n'est alors plus question de dictature du prolétariat, mais d'un gouvernement de la classe ouvrière ou encore d'un gouvernement du peuple par le peuple, c'est-à-dire d'un auto-gouvernement. Cette prise de position constitue une rupture avec ce qui a précédé. L'autogouvernement n'est nullement la même chose que la dictature du prolétariat. Nous voudrions montrer en quoi consiste précisément cette différence et en même temps pourquoi une telle prise de position fut difficile à maintenir en dépit de ses effets profonds sur la pensée de Marx. Le manifeste assigne au prolétariat un but immédiat, la conquête du pouvoir politique par le prolétariat. Ce même objectif est désigné un peu plus loin comme étant la conquête de la démocratie. Laura Lafargue traduira la conquête du pouvoir public par la démocratie, ce qui n'est guère éclairant, car c'est le prolétariat et non la démocratie qui est l'agent de cette conquête. Les expressions du manifeste, conquête du pouvoir politique ou conquête de la démocratie, sont en fait deux manières de désigner le même objectif, le but immédiat ou encore le premier pas, à savoir la conquête du pouvoir d'État, quelle que soit la voie par laquelle le prolétariat y parvient. Mais la démocratie ainsi conquise n'est jamais qu'un moyen, en aucun cas une fin. Engels l'avait fortement souligné dans le texte des principes. Alors, principes, c'est les principes du communisme de l'automne 1847. À la question 18, quel développement la révolution doit-elle prendre? Engels avait répondu, elle établira avant tout une constitution d'État démocratique et par là, directement ou indirectement, la domination politique du prolétariat. Directement en Angleterre, où les prolétaires constituent déjà la majorité du peuple, indirectement en France et en Allemagne, où la majorité du peuple ne se compose pas seulement de prolétaires, mais aussi de petits paysans et bourgeois. Ainsi, en Angleterre, les partisans de la charte, ou chartistes, combattent pour le suffrage universel, parce que suffrage universel est synonyme de pouvoir politique de la classe ouvrière. Mais une fois ce but immédiat réalisé, que doit faire un gouvernement du prolétariat afin de se rapprocher du but final, le renversement des rapports sociaux capitalistes? Comment articuler le but immédiat et le but final? Les principes d'Engels disaient déjà la démocratie serait tout à fait inutile au prolétariat si elle n'était pas utilisée tout de suite comme moyen de faire exécuter des mesures ultérieures attaquant la propriété privée et assurant l'existence du prolétariat. C'est pour répondre à cette question que la section 2 du manifeste énumère 10 mesures de gouvernement, qui figuraient déjà pour l'essentiel dans les 12 mesures préconisées par les principes d'Engels. Ainsi, une mesure comme la confiscation de la propriété de tous les immigrés et rebelles, la 4e dans la liste du manifeste, reprenait la 3e mesure du texte d'Engels, confiscation des biens de tous les immigrés et rebelles. Et la 2e mesure des principes, non reprise par le manifeste, allait jusqu'à assortir l'expropriation des grands propriétaires d'une compensation en assignat, c'est-à-dire le papier-monnaie émis pendant la période de la Révolution en France. Ce qui fait ressortir plus encore combien la Révolution française avait à l'époque valeur de modèle. Au-delà de cette mesure particulière, ce sont toutes les mesures de transition qui, dans les principes, comme dans le manifeste, sont lourdement grevées par une logique de centralisation étatique poussée à l'extrême. Ces mesures seront au nombre de 17 dans le texte intitulé « Revendication du Parti communiste en Allemagne » qui date de mars 1848, qui est donc écrit après la publication du manifeste et distribué sous forme de tracts. Cette liste de revendications vise à particulariser le programme du manifeste en fonction de la situation spécifique de l'Allemagne. L'article 1 affirme « L'Allemagne entière est déclarée république une et indivisible ». L'article 2, quant à lui, affirme que les représentants du peuple seront rétribués afin que l'ouvrier lui aussi puisse siéger au Parlement allemand. Le pouvoir d'État revendiqué par le Parti communiste en Allemagne a la forme d'une république parlementaire hautement centralisée. Là encore, la Révolution française, la référence à la Révolution française tient une place déterminante. En 1850, dans l'adresse du comité central de la Ligue des communistes,
c'est toujours la même référence à la Révolution française qui permettra à Marx et Engels de fustiger les revendications d'autonomie communale mises en avant par certains démocrates allemands. Citation, « Face à ces plans des démocrates allemands, les travailleurs doivent non seulement combattre pour la République une et indivisible, mais aussi, en son sein, pour la centralisation la plus rigoureuse du pouvoir entre les mains de l'autorité publique. C'est pourquoi, précisent les auteurs, on ne doit pas tolérer qu'un droit de citoyenneté communale existe et se perpétue à travers une constitution communale dite libre. » Je répète pour que tout le monde comprenne et lise bien sur le texte derrière moi. Merci. On ne doit pas tolérer qu'un droit de citoyenneté communale existe et se perpétue à travers une constitution communale dite libre. Il faut faire attention à l'expression constitution communale. Comme en France, en 1793, il faut à bonne fin la centralisation la plus rigoureuse, martèlent les auteurs. Tout se tient dans une telle prise de position. Dans la période de 1848-1852, Marx préconise conjointement la représentation du peuple par des députés et la centralisation la plus stricte du pouvoir d'État. Le jugement qu'il porte sur la Révolution française, lorsqu'il écrit le 18 Brumaire de Louis Bonaparte en 1852, sera tout à fait différent, tout autre. Il dira « La première Révolution française n'a fait que développer ce que la monarchie absolue avait commencé, la centralisation, mais en même temps l'étendue, les attributs et les suppôts du pouvoir gouvernemental. Napoléon, puis la monarchie légitime et la monarchie de Juillet ne firent à leur tour que perfectionner cette machinerie d'État. Enfin, la République parlementaire, ajoute Marx, se vit elle-même contrainte de renforcer par des mesures de répression les moyens d'action et la centralisation gouvernementale, de sorte que toutes les révolutions perfectionnèrent cette machine au lieu de la briser. Ceci est écrit en 1852. En 1871, Marx tire toutes les conséquences de cette lecture critique de toute l'histoire politique française depuis la Révolution. Il fonde son interprétation de la Commune sur un commentaire, sinon élogieux, du moins bienveillant, de la déclaration au peuple français votée le 19 avril 1871, qui fut pour l'essentiel l'œuvre de Pierre Denis, un journaliste proudhonien, à peine retouché par le jacobin Delécluze, et que l'on présentera plus tard comme le testament de la Commune. Attentif à l'invention politique et institutionnelle, Marx se défie des souvenirs nationaux de 1792, dont il sait le poids écrasant chez les acteurs de la Commune, tout comme il récuse l'interprétation qui voit dans la Commune une simple résurrection des communes médiévales. Et c'est cette attention qui le contraint à remettre directement en question la primauté écrasante accordée à la centralisation de l'État à la fin de la section 2 du manifeste. Ce n'est pas seulement parce que telle ou telle de ces mesures serait désormais dépassée par l'évolution du capitalisme, mais plus fondamentalement parce que toutes ces mesures présupposent une conception instrumentale de l'État, d'après laquelle le prolétariat, selon les mots de la guerre civile en France cités dans cette préface, pourrait simplement prendre possession de la machine d'État telle qu'elle est et l'utiliser pour ses propres fins. L'auteur de l'adresse du Conseil général de l'Association internationale du travail de 1871, donc Marx, prend concernant l'État une position très différente de celle qu'il avait lui-même adoptée en mars 1850 dans l'adresse au comité central de la Ligue des communistes. Au lieu de plaider pour la République une et indivisible, Marx avait écrit dans la version de brouillon de la guerre civile en France, citation très importante à nos yeux, Christian et moi. La Commune ne fut pas une révolution contre une forme quelconque de pouvoir d'État, légitimiste, constitutionnelle, républicaine ou impériale. Elle fut une révolution contre l'État comme tel. Je répète, elle fut une révolution contre l'État comme tel. Très rarement citée, cette affirmation de la version de brouillon. Elle fut une révolution contre l'État, cet avorton monstrueux de la société.
elle fut la résurrection de l'authentique vie sociale du peuple réalisée par le peuple. Elle ne fut pas une révolution ayant pour but de transférer le pouvoir d'État d'une fraction des classes dominantes à une autre, mais une révolution tendant à détruire cette machine abjecte de la domination de classe. Cette caractérisation, à elle seule, interdit de subsumer l'expérience de la Commune sous la conception antérieure de la dictature du prolétariat. L'ami de Marx, que fut Joseph Weidemeyer, avait défendu cette conception de la dictature du prolétariat dans un article de 1852, en faisant de la dictature une sorte de loi historique valant pour toute révolution. Citation, « Pour qu'une révolution s'achève par une victoire, elle exige à sa direction un pouvoir concentré, une dictature. Ainsi, il fallait la dictature de Cromwell en Angleterre, comme la terreur de la Commune de Paris et du Comité de salut public pendant la Révolution française, pour briser la résistance des féodaux à la domination bourgeoise en France. En un sens, on ne peut pas mieux dire. La dictature du prolétariat est un pouvoir concentré, comme toute dictature, c'est-à-dire une forme du pouvoir d'État. Mais la Commune de Paris, de 1871, n'est justement pas une forme du pouvoir d'État. Elle est un type de gouvernement irréductiblement opposé à tout pouvoir d'État. Elle le manifeste en particulier en élevant l'exigence que tous ses membres, tous les membres de la Commune, élus au suffrage universel, soient responsables et révocables à tout moment. En quoi cette prise de position vigoureusement anti-étatiste est-elle nouvelle? Et peut-on dire vraiment qu'elle est nouvelle? Ne convient-il pas de voir dans cette prise de position une résurgence de la critique de l'État développée dans la critique du droit politique hegelien de 1843, soit 28 ans avant? C'est l'opinion de Gareth Stedman Jones, qui est un biographe anglais de Marx, qui dit que justement la Commune, en 1871, a rendu Marx capable de retourner à son point de départ, comme si 1871 permettait de retourner à 1843. D'une façon assez remarquable, ce manuscrit, qui est assez difficile, très conceptuel, très philosophique, j'ajouterais, est un manuscrit qui articule trois choses. Une critique implacable de la représentation politique en tant que telle. Deuxièmement, l'idée d'une disparition de l'État politique, qu'il emprunte aux Français. Les Français ont dit que dans la démocratie réelle, l'État politique disparaîtrait. Et enfin, troisièmement, l'exigence de la démocratie, de la vraie démocratie. La démocratie réelle, c'est le 15M. Mais la vraie démocratie. Et la vraie démocratie, pour lui, c'est la souveraineté du peuple. Je n'ai pas mis dans le texte, mais il dit la souveraineté du peuple, c'est la vraie démocratie. Et il faut être ici très attentif au lexique de la représentation que Marx utilise. Parce qu'il y a en allemand deux termes différents. Ce n'est pas le cas, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas en espagnol, mais en tout cas, ce n'est pas du tout le cas en français. Il y a un premier terme, repräsentation, qui signifie la suppléance ou le remplacement par quelqu'un d'autre. Lorsque quelqu'un est amené à remplacer une autre personne ou plusieurs autres personnes, on dit qu'il les représente. Et puis, il y a un autre terme, qui est Vorstellung, qui signifie en allemand justement aussi représentation, mais représentation au sens de illusion, au sens de imagination. L'intention de Marx, c'est de signifier que le peuple représenté par des députés est en même temps un peuple imaginé ou illusoire, précisément en ceci qu'il est remplacé par des députés dans l'exercice du pouvoir législatif. La représentation politique, il a appris ça de Hegel, parce que c'est le cas chez Hegel, la Vorstellung signifie une séparation, c'est-à-dire Trennung, l'idée que la représentation est une séparation. Et cette représentation ne fait que découler de la séparation de l'État et de la société civile elle-même. Elle exprime cette séparation entre l'État et la société civile, et elle la redouble à l'intérieur de l'État. Ce que Marx dit en 1843, c'est que la représentation politique, c'est la représentation de la société civile à l'intérieur de l'État, à l'intérieur du formalisme politique de l'État, comme il le dit. C'est-à-dire sous la forme d'une deuxième société députée par elle, députée par la société civile, qui n'est qu'une société civile fictive. Donc une deuxième société qui n'est qu'une société civile fictive. Voilà qui explique, dit Marx, que Hegel cherche à disqualifier l'exigence démocratique.
l'exigence démocratique, c'est-à-dire l'exigence d'une participation de tous les individus singuliers aux affaires de l'État. Car une telle participation, explique Marx, aurait immanquablement pour conséquence que tous seraient législateurs. Et comme le dit Marx, c'est une telle aspiration qui se fait jour à travers l'effort de la société civile pour surmonter sa séparation d'avec l'État politique, pour, citation, pénétrer en masse, si possible, entièrement dans le pouvoir législatif. Cet effort se montre comme l'effort de la participation la plus universelle possible au pouvoir législatif. Et Marx énonce en ces termes le dilemme relatif à la participation de tous les individus au pouvoir législatif, dont il dit que c'est le dilemme sur lequel Hegel bute. Il dit ou bien il y a une séparation effective de l'État politique et de la société civile bourgeoise. Et alors ce n'est pas tous les individus singulièrement qui doivent participer au pouvoir législatif. C'est impossible. Car la société civile bourgeoise se renoncerait elle-même si tous étaient législateurs. Et l'État politique qui fait face à cette société ne peut supporter la société civile que dans une forme qui est conforme à sa propre norme, c'est-à-dire celle d'une participation indirecte à l'État par l'intermédiaire de députés, puisque cette représentation par des députés est l'expression de la séparation entre État et société civile et de leur unité seulement dualiste, je cite Marx. Deuxième terme de l'alternative, ou bien inversement, la société civile bourgeoise et la société politique réelle. Et alors c'est un non-sens de poser une exigence qui est issue de la représentation théologique de l'État politique, je cite Marx, à savoir de la représentation de l'État politique comme existence séparée de la société civile, existence dans laquelle l'individu privé de cette société, c'est-à-dire le bourgeois, ce que Marx appelle le bourgeois, Bürger, a son ciel en qualité de citoyen d'une communauté idéale. Car dans de telles conditions, c'est-à-dire si la société civile bourgeoise est société réelle et société politique réelle, dans de telles conditions, le pouvoir législatif perd entièrement sa signification de pouvoir représentatif, au sens où un homme est représentant par quelque chose d'autre qui le représente, et représentant par quelque chose d'autre qui le représente. Formulation assez compliquée, que je vais tâcher d'éclaircir. S'il y a encore, dans ces conditions nouvelles, une représentation, au sens de représentation, c'est seulement au sens où chaque fonction sociale est représentative. Au sens, exemple très important, où le cordonnier est mon représentant immédiatement et directement par ce qu'il est et fait en tant que cordonnier, parce que son activité sociale déterminée est en tant que telle une activité générique. Par conséquent, dans ces nouvelles conditions, où c'est immédiatement par sa fonction sociale qu'un homme me représente, la représentation n'est plus une représentation au sens du redoublement, elle supprime le redoublement. En français, généralement, on exprime ça par un petit trait d'union pour signifier le redoublement contenu dans représentation. La critique marxienne de la représentation politique, dans cet ouvrage-là, en 1843, diffère très profondément de la critique qui est celle de Rousseau. La critique que Rousseau est amené à faire de la représentation de la volonté générale. Très souvent, on rapproche ces deux critiques. Ces deux critiques, dans en tout cas l'idée que je m'en fais, sont très différentes. Dans la critique rousseauiste, en fait, dans la conception rousseauiste, vous avez une fiction qui est celle du contrat social. Et cette fiction consacre la séparation de l'homme privé et de l'homme public ou de l'homme politique. L'homme politique est pourvu par le tout auquel il se donne de forces étrangères à ses propres forces. La première, c'est-à-dire la conception qui est celle de Marx, fait de l'homme privé de la division du travail l'homme qui récupère ses forces propres, auparavant aliénées à l'homme politique. La critique de la représentation politique prend donc un sens tout à fait différent chez l'un et chez l'autre, chez Rousseau et chez Marx. Chez Rousseau, la représentation politique est condamnée comme aliénation de la volonté générale au nom de l'aliénation de l'homme privé au souverain et aux citoyens qui en est membre. Cette dernière aliénation est une aliénation positive. La première est une aliénation négative. Mais chez Marx, la représentation politique est condamnée
parce qu'elle exprime cette même aliénation de l'homme privé au citoyen qui ne fait que consacrer la séparation de la société civile et de l'État politique comme abstraction de cette société. L'affirmation citée par Gareth Stedman Jones à l'appui de ce rapprochement avec Rousseau, l'affirmation qui est donc le pouvoir législatif ne fait pas la loi mais la découvre et la formule seulement, conformément aux lois de la raison, c'est une formulation qui s'accorde très difficilement avec l'affirmation de Rousseau selon laquelle la rectitude de la volonté générale n'implique pas que le jugement qui guide cette volonté soit toujours éclairé. Ce qui, chez Rousseau, rend nécessaire l'intervention d'un législateur extérieur au peuple. Le peuple qui fait la loi ne connaît pas toujours ce qu'il veut, d'où la nécessité qu'il soit éclairé par un législateur extérieur. Chez Marx, en 1843, le peuple est le seul législateur. Marx introduit ici deux sens de la notion de représentation sous couvert du même mot, c'est ce qui rend les choses difficiles. En allemand, c'est toujours Repräsentation. La représentation politique comme expression de la séparation et la représentation comme expression de l'essence générique, c'est-à-dire de l'unité de l'homme avec l'homme, c'est-à-dire de la non-séparation. Dans la première, le représentant représente d'autres hommes par quelque chose d'autre que ce qu'il est et fait dans sa fonction sociale, si bien que la fonction sociale et la fonction représentative sont dissociées en raison du dualisme de la société civile bourgeoise et de l'État politique. La société civile bourgeoise, la fonction sociale de cordonnier relève de la société civile bourgeoise, la fonction représentative de député, ça relève de l'État politique. Ce qui veut dire que si un cordonnier devient député, ce n'est pas en tant que cordonnier qu'il est député. Dans la seconde représentation, chaque homme, n'importe lequel, par ce qu'il est et fait, représente le genre, parce qu'il représente le genre dans l'accomplissement de sa fonction sociale. Par exemple, le cordonnier représente le genre, non pas comme député, séparé, mais il représente le genre en tant que cordonnier, par son activité sociale de cordonnier. Si le cordonnier est mon représentant, c'est parce que son activité, pour être différente de la mienne, représente néanmoins une détermination de ma propre essence. Comme le dirait Feuerbach, le tu en tant que tu est ainsi député du genre. Mais ce député du genre, n'étant plus un député politique, ne remplace plus ceux qui le représentent en représentant l'État. Il exprime l'essence communiste, c'est une citation, de la société civile à laquelle prennent part tous les membres de la société civile. La représentation comme Repräsentation n'implique alors plus la séparation de la représentation comme Vorstellung, en ce que chaque fonction sociale réalise la même essence générique. Comme le note un spécialiste de Marx, Frank Fischbach, ou Fischbach plutôt, la représentation signifie ici le rapport de nécessaire complémentarité réciproque dans lequel se trouvent les différentes fonctions sociales. Toute la question est de savoir comment cette complémentarité réciproque entre les fonctions sociales différentes satisfaisant des besoins sociaux différents et en quoi elle réalise donc cette complémentarité réciproque la souveraineté du peuple comme fonction législative réelle, c'est-à-dire comme fonction non abstraite et non métaphysique. Faut-il comprendre que cette fonction législative réelle est déjà donnée avec la division du travail qui est propre à la société civile et qu'elle ne demande qu'à être déployée moyennant la suppression de l'État politique? C'est ce à quoi semble inviter Marx lorsqu'il affirme que la vue courante qui décompose la société civile en atomes provient de ce que la communauté, l'essence communiste au sein de laquelle l'individu singulier existe, la société civile bourgeoise, est séparée de l'État, c'est-à-dire provient de ce que l'État politique est une abstraction de cette société. Mais si la communauté et l'essence communiste sont déjà là, dans l'organisation interne de la société civile, en quoi la simple participation à la division sociale du travail vaut-elle exercice d'une souveraineté réelle en matière législative? Ou bien doit-on comprendre que cette souveraineté s'identifie au pouvoir que la société exerce sur elle-même, par la maîtrise de la définition, de la répartition et de l'organisation de ses propres fonctions, de telle sorte que la complémentarité des fonctions sociales résulte de l'exercice de ce pouvoir, de cette maîtrise, au lieu de la précéder. Et pour pouvoir trancher cette question, il faut préalablement poser une question que Marx ne pose pas
que le manuscrit de 1843 ne pose pas. Quelles sont les institutions qui rendraient possible l'exercice de cette souveraineté en commandant une division du travail nouvelle, une division du travail entièrement transformée? Cette dimension de la création d'institutions adéquates à l'exercice de la souveraineté du peuple ne nous fait-elle pas sortir en même temps d'une pure immanence au social, compris comme division du travail? Mon opinion est que ça nous fait sortir. Marx évoque bien la dissolution de l'État politique, mais au sens où cette dissolution de l'État politique implique en même temps la dissolution de la société civile bourgeoise. Donc la suppression de la division et de l'organisation du travail qui prévalent dans cette société. La réalisation de la vraie démocratie ne peut donc consister à libérer la société civile du carcan de l'État, puisque la dissolution de l'État politique et la dissolution de la société civile, ça va de pair, c'est une seule et même chose. Elle n'implique nullement cette vraie démocratie, sa réalisation, de l'aveu même de Marx, la dissolution de l'État en général, encore moins celle de la politique comme activité. On s'imposera en effet de distinguer, contrairement à Hegel, on s'imposera de distinguer l'État considéré comme le tout de l'existence d'un peuple, d'une part, et l'État politique, d'autre part. Tandis que l'État politique est séparé de la société civile, l'État comme le tout de l'existence d'un peuple ne fait plus qu'un avec une société qui a cessé d'être non politique et qui, en se faisant politique, s'est supprimée comme société civile bourgeoise. La dissolution de l'État politique réalise donc une transformation radicale de l'État qui met fin à l'existence séparée de l'État. Elle n'est pas une dissolution qui rendrait enfin la société civile à elle-même, c'est-à-dire ce qu'elle serait depuis toujours malgré son étouffement par l'État. Telle qu'elle est formulée en 1843, la dissolution de l'État n'anticipe pas la thèse ultérieure, fameuse, de l'extinction ou du dépérissement de l'État. La souveraineté du peuple, que Marx oppose ici à la souveraineté de l'État, telle qu'elle s'incarne dans la personne du monarque hegelien, consiste en ce que la Constitution ne détermine plus le peuple en se le soumettant, comme c'est le cas chez Hegel, mais ne vaut plus que comme autodétermination du peuple. La Constitution ne vaut plus que comme autodétermination du peuple. Toute la difficulté est de savoir quel contenu positif il faut donner à cette autodétermination du peuple. Faut-il se satisfaire d'une souveraineté entièrement immanente au social, s'exerçant immédiatement à même la division du travail? En fait, cette question n'a jamais cessé de faire retour de l'intérieur même de la pensée de Marx, en raison précisément de la persistance d'un impensé, la persistance de l'impensé de l'institution politique. Et c'est ce que je voudrais montrer dans une dernière partie. Il faut insister une nouvelle fois sur l'originalité du texte de 1871. Il porte une attention très grande à l'invention de ce qu'il appelle la forme communale de l'organisation politique, dans ce qu'elle a de spécifique et d'irréductible à l'économique ou au rapport de production. C'est par voie de conséquence l'accent mis, que peu de gens relèvent dans ce texte, sur l'antagonisme de la commune et de l'État, c'est-à-dire sur l'opposition entre gouvernement direct et appareil d'État centralisé. Non sur l'opposition de deux types du pouvoir d'État, mais l'opposition entre le gouvernement direct du peuple par le peuple et tout pouvoir d'État, quel qu'il soit. Le Second Empire, dit Marx dans ce texte-là, fut l'ultime triomphe d'un État séparé de la société et indépendant d'elle. Et l'État lui-même n'est que ce pouvoir gouvernemental centralisé et organisé qui se prend pour le maître de la société au lieu d'en être le serviteur. Il n'est donc nullement question ici d'une distinction entre l'État politique et l'État non politique, comme en 1843, comme c'était le cas dans le manuscrit de 1843. Il n'est plus question non plus de la dictature du prolétariat comme pouvoir d'État concentré. Il est proprement question de l'autogouvernement communal, comme forme politique opposée à tous les pouvoirs d'État. Et c'est en cela que consiste ce que Rougerie appelle le sceau de 1871, dans le texte auquel j'ai fait référence au début de mon intervention. Ce sceau a continué de produire des effets, au-delà des 2 mois de l'existence de la Commune. Mais il n'en demeure pas moins que Marx fut ultérieurement porté à atténuer, voire à dénier
son caractère de rupture. On peut s'en convaincre en examinant les notes prises par Marx entre avril 1874 et janvier 1875 à propos d'un ouvrage de Bakounine qui s'appelle « Étatisme et anarchie ». « Étatisme et anarchie » a été écrit en 1873. Les notes de Marx, donc, c'est en 1874 et 1875. Bakounine critique directement Marx. Il s'interroge sur la formulation du manifeste de 1848 relative à la constitution du prolétariat en classe dominante. C'est la formule qu'il reprend du manifeste et qu'il soumet à sa propre critique. Et il dit ceci. Est-ce à dire que ce dernier, le prolétariat donc, sera tout entier à la direction des affaires publiques? On compte environ 40 millions d'Allemands. Se peut-il que ces 40 millions fassent partie du gouvernement? Et le peuple entier gouvernant, il n'y aura pas de gouverné. L'alternative à laquelle Bakounine tente de réduire Marx et les marxistes, enfin tout au moins ceux qui le suivent, s'énonce comme suit. Ou bien il y a des gouvernants, et les gouvernés sont encore soumis à l'État. Le titre, c'est « Étatisme », mais dans le texte de Bakounine, étatisme, c'est un mot, c'est la traduction en français d'une expression russe qui signifie le principe de l'État. Donc voilà, ça c'est le premier terme de l'alternative. Ou bien il n'y a plus de gouvernés, et à ce moment-là, il n'y a plus de gouvernants non plus, et donc il n'y a plus d'État. Anarchie. Littéralement, absence de principe, absence de commandement, absence d'État, absence de gouvernement, puisque c'est ainsi en tout cas que les anarchistes comme Bakounine comprenaient la notion. Bref, derrière le « et » du titre de Bakounine, étatisme et anarchie, il faut entendre un « ou » exclusif. Étatisme ou anarchie. C'est l'un ou l'autre. Ça, c'est exactement le raisonnement de Bakounine. Sans échappatoire possible aucune, il faut choisir, soit l'étatisme, soit l'anarchie. Il s'agit pour Bakounine, pour l'auteur donc de cette formule, de faire apparaître Marx et les siens comme des partisans d'un gouvernement du peuple par une minorité de représentants élus au suffrage universel. À l'objection de Bakounine sur les 40 millions d'Allemands, 40 millions d'Allemands ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes tout entiers, Marx n'hésite pas à répondre « Certainly », car l'affaire commence par l'autogouvernement de la commune. Expression remarquable. Selbstregierung der Gemeinde, c'est exactement l'expression qui figure dans le texte que j'ai cité de 1850, où Marx condamne l'autogouvernement communal. L'autogouvernement communal supprime la représentation du peuple par les gouvernants, donc l'État séparé de la société. Mais il ne supprime pas pour autant toute forme de gouvernement. Il est précisément la seule forme de gouvernement qui n'est plus séparée de la société. La formule de Marx est donc ni étatisme, ni anarchie, autogouvernement communal. Et relativement à l'hypothèse énoncée par Bakounine, selon laquelle si tout le peuple gouverne, il n'y aura plus de gouverné, Marx répond par une analogie, celle du rapport qu'un homme entretient avec lui-même. Il dit, citation, « Lorsqu'un homme se domine lui-même, il ne se domine pas selon ce principe, c'est-à-dire selon le principe de Bakounine, car il est pourtant lui-même et personne d'autre. » Formule un peu curieuse, je déplie, j'explique. Autrement dit, le fait qu'un homme soit lui-même et personne d'autre n'exclut nullement qu'il puisse se dominer, c'est-à-dire se rapporter à lui-même et non à une autre personne. Donc se dédoubler pratiquement en dominant et dominé. De la même façon, le peuple peut se rapporter à lui-même, de telle sorte que ses membres soient à la fois gouvernants et gouvernés. Contrairement à ce que Bakounine affirme, tout le peuple gouverne et il y a encore des gouvernés. À la différence du rapport qui caractérise un gouvernement représentatif dans lequel les gouvernés sont exclus du gouvernement, les gouvernés seront ici en même temps, quoique sous un autre rapport gouvernant. L'autogouvernement peut justement se définir par ce rapport à soi qui fait des membres du peuple des gouvernés en même temps que des gouvernants. C'est en vertu de ce rapport singulier qui fait de l'autogouvernement du peuple l'analogue de l'autodomination d'un homme individuel que ce type de gouvernement émane de la société et n'échappe pas à son contrôle. Alors en quoi consiste ce rapport à soi de l'autogouvernement?
S'agit-il encore d'une figure du rapport à soi de la volonté? Et quelles sont les institutions qui donnent à ce rapport à soi sa réalité? S'agissant de l'élection, dans le même texte, Marx prend soin, il précise à propos de la commune russe. Il prend l'exemple de la commune russe. Et il dit « l'élection est une forme politique. Dans la plus petite commune russe et dans l'Artel, une vieille institution coopérative russe. Toutefois, ajoute-t-il, le caractère de l'élection ne dépend pas de ce nom, mais des rapports économiques entre les électeurs. Et aussitôt que les fonctions ont cessé d'être politiques, premièrement, il n'existe plus aucune fonction gouvernementale. Deuxièmement, la répartition des fonctions générales est devenue une affaire de transaction qui ne donne lieu à aucune domination. Et enfin, troisièmement, l'élection n'a plus rien du caractère politique actuel. L'élection perd donc son caractère politique. On voit qu'à travers cette formulation, c'est de nouveau la question clé de l'institution qui se trouve escamotée au profit de l'utopie saint-simonienne, l'utopie de Saint-Simon, celle d'une répartition des fonctions générales qui serait dépourvue de tout caractère politique et qui n'entraînerait donc pas de domination. De telles fonctions seraient alors réduites à des tâches d'administration, analogues à celles qui incombent aux managers, c'est ce que dit Marx dans le texte, aux gérants d'une fabrique coopérative de travailleurs. Au lieu de se demander ce qu'il adviendrait de travailleurs promus au rang de gouvernement du peuple, Bakounine, dit Marx, aurait dû se demander quelle forme peuvent prendre les fonctions administratives sur la base de cet état des travailleurs, si on veut l'appeler ainsi. La question de l'institution de l'autogouvernement communal est donc finalement recouverte par le mirage, l'illusion d'une dissolution de tout gouvernement, de sorte que Marx ne parvient pas à s'affranchir complètement de l'alternative impitoyable énoncée dès le début du XIXe siècle par Saint-Simon. Ou bien le fétichisme métaphysique de la loi, dont se rendent coupables tous les légistes, ou bien la résorption de toutes les fonctions politiques dans des fonctions administratives de gestion de la production. C'est de cette alternative qu'il nous faut nous libérer. Gracias. Bueno, no estamos en el tiempo, tenemos un buen rato para debatir si os apetece. Entonces, a partir de ahora podéis pedir la palabra, intentando no ponerme en demasiados aprietos. Vale, se oye. Sí, no. Bueno, yo no hablo francés, desgraciadamente. Bueno, me ha interesado muchísimo la conferencia, la verdad. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Tengo algunas dudas, pero puede ser también porque no haya entendido todo el argumento, porque era bastante denso. Yo necesitaría leer su texto para hacerme realmente una idea, en fin, pero bueno. Yo tengo dos preguntas, ¿no? Básicamente. Primero, no me ha quedado claro si el experimento de la Comuna de París de 1871 es una confirmación de este modelo de autodeterminación basado en el principio de la división del trabajo, en lugar de ser digamos, una confirmación o un ejemplo de la idea rusoniana de democracia radical asamblearia, que es lo que yo siempre había pensado, y yo siempre había leído así, no solamente la experiencia de la Comuna de París, sino lo que dice el propio Marx acerca de la Comuna de París. Es decir, que yo ahora veo que hay una manera distinta de interpretar esa experiencia histórica a la luz de un modelo de autogobierno distinto del que yo conocía, que es el que está expuesto originalmente en el texto de Marx de 1843 sobre Hegel. Entonces, esto sería mi primera pregunta. ¿En qué medida la experiencia de la Comuna representaría este modelo de autodeterminación o autogobierno dependiente más de la división del trabajo que del modelo rusoniano de democracia radical? No sé si está... Bueno.
Bueno, y la segunda pregunta tiene que ver... Tu francés es muy bueno. Sí, ¿verdad? Sí, no me hagas hablar en francés porque nos vamos a reír todos aquí a carcajadas, ¿no? Bueno, y mi segunda pregunta sería, por aclarar un poco más este modelo, ¿no?, de autodeterminación tan interesante. ¿En qué medida la idea de autodominio individual, ¿no?, es aplicable a las relaciones políticas? No termino de ver esto y creo que esta idea necesitaría profundización para que pudiéramos considerar plausible y pudiéramos entender mejor esta propuesta, que desde luego muy convincentemente usted ha encontrado en los textos de Marx, ¿no? Bueno, estas son mis preguntas. Gracias. Merci pour les deux questions. Et concernant la première question, l'expression d'autodétermination, c'est une expression qui se trouve dans le manuscrit de 1843. Es una expresión que se encuentra en los manuscritos del 43. Ça doit être placé dans le contexte de la critique de la philosophie hegelienne. Que se debe colocar en el contexto de la crítica de la filosofía hegeliana. Parce que dans la philosophie de Hegel, la Constitution domine le Porque peuple. en la filosofía de Hegel la Constitución domina Le peuple. al pueblo. Puisque dans l'idée que Marx s'en fait, en 1843, c'est la Constitution qui doit être produite par l'activité du peuple. Mientras que la idea de Marx es que es el pueblo quien debe dominar la Constitución. Parce qu'en 1843, le seul sujet réel pour Marx, c'est le peuple. Porque en el 43 para Marx el único sujeto real es el pueblo. Alors que dans la philosophie du droit de Hegel, c'est justement l'État. Mientras que en la filosofía del derecho de Hegel es el Estado. Toute la discussion de la philosophie du droit de Hegel en 1843 est commandée par une opposition souveraineté de l'État ou souveraineté du peuple. Toda la discusión está basada en la contraposición entre soberanía del Estado y soberanía del pueblo. Souveraineté de l'État, c'est Hegel, Soberanía del Estado es Hegel et souveraineté du peuple, c'est Marx en 1843. y soberanía del pueblo es Marx en 1843. En 1843, En 1843. pas après. Par No, la diffusion du peuple. no después. Donc je crois qu'il n'y a pas de démocratie au sens rousseauiste. No hay democracia en el sentido rousseauiano. L'autogouvernement tel que Marx le conçoit n'a pas grand-chose à voir avec la critique rousseauiste. El autogobierno del que habla Marx tiene poco que ver con el planteamiento rousseauiano. Alors c'est un point qui est assez important. Es un punto importante. Il y a beaucoup d'auteurs, en Italie par exemple, Hay muchos autores en Italia, dans por les ejemplo, années 1970 et après, en los 70, Della Volpe, Coletti, qui ont fait des rapprochements entre la position de Marx, critique de 1843, critique de la représentation politique, et d'autre part, la position qui est la position de Marx et la position de Rousseau. Bon, ce rapprochement me semble totalement infondé. se dice que la posición de Coletti o de la Volpe, que en los años 70 en Italia hacían un acercamiento entre Marx y Rousseau, que la encuentra no fundamentada. Parce que chez Rousseau, il y a deux aliénations. Porque en Rousseau hay dos alienaciones. Il y a une aliénation qui a un caractère négatif. Una alienación negativa C'est l'aliénation de la volonté générale par des députés. es la alienación de la voluntad general por los diputados. L'idée de Rousseau, c'est qu'il ne doit pas y avoir des députés, mais uniquement des commis. Porque la idea es que no debe haber diputados, sino comisionados. Et il y a une aliénation qui, elle, est positive. Y hay una alienación que es positiva Pour Rousseau, para Rousseau, ce qu'on oublie trop souvent, lo que olvidamos muy a menudo. cette aliénation, c'est l'aliénation intérieure, Es la alienación interior, qui fait que moi, en tant qu'individu privé, que hace que yo, en tanto que individuo privado, je m'aliène, c'est-à-dire je cède mes forces me alieno, cedo mis fuerzas aux citoyens que je suis en tant que membre du souverain. en el ciudadano que soy, en tanto que súbdito del soberano. Ce qu'Althusser avait bien vu, en Donc, disant, visto un muy article bien Althusser. important sur Rousseau, en disant qu'il y a la formule de l'aliénation chez Rousseau, c'est un échange intérieur à soi. Algo que ha visto muy bien Althusser en uno de sus artículos. Donc je ne crois pas que ça ait un rapport du tout avec la démocratie au sens de Rousseau. No creo que haya una relación con la democracia en el sentido de Rousseau. La deuxième question, alors c'est une question que je trouve très importante.
La segunda cuestión la encuentro muy importante. Bon, vous aurez, quand vous lirez le prochain livre qu'on est en train d'écrire sur la souveraineté, vous aurez la réponse. Cuando leáis el próximo libro que trata sobre la soberanía, tendréis la respuesta. Joke. Mais Es una broma. j'explique un petit peu pourquoi ça me semble être une question fondamentale. Parce que vous avez peut-être entendu, même si j'ai été assez rapide, qu'il y a dans le texte de mon exposé Quizá hayas entendido que en el texto de mi exposición de très nombreuses occurrences de l'expression rapport à soi-même. Diferentes repeticiones de la expresión relación a sí mismo. Or, l'analogie, c'en est une, que Marx utilise pour répondre à Bakounine, Es la analogía que utiliza Marx para responder a Bakunin. c'est celle d'un rapport à soi de l'individu. Es la relación así del individuo. Je me domine moi-même, Me domino a mí mismo, j'entre en relation avec moi-même. entro en relación conmigo mismo. Donc c'est un rapport à soi, Es una relación consigo, mais à l'échelle d'un individu. pero en la escala de un individuo. Est-ce que cette relation de l'individu à lui-même peut Exact. se transférer ou se transposer sur le terrain politique? ¿Puede transferirse esa relación del individuo consigo mismo al terreno político? C'est ce que croit Marx, Es lo que cree Marx. puisque quand il répond à Bakounine, il dit mais prenez l'exemple du rapport qu'un individu entretient avec lui-même et vous verrez qu'il n'y a pas de contradiction à ce que le peuple soit à la fois gouvernant et gouverné. Pues esa es la respuesta que le da Bakunin. Mais il m'apparaît que c'est tout le problème de la souveraineté politique en Occident. Me parece que ese es el problema central de la soberanía política en Occidente. Toute la souveraineté politique en Occident a été comprise comme un rapport à soi-même. Toda la soberanía política en Occidente ha sido concebida como una relación de dominio hacia sí mismo. Je ne parle pas des Grecs ou des Romains. No hablo de los griegos ni de los romanos. Je parle de la construction de la souveraineté politique telle qu'elle intervient à partir du XIe siècle, Sino a partir del siglo XI, avec la réforme de Grégoire VII, con la reforma de Gregorio VII, la révolution papale. la revolución papal. Et là, il y a une construction de la souveraineté qui fait que le souverain, c'est par excellence celui qui entretient un rapport avec lui-même. Il entretient un rapport à soi tel que sa volonté entre en rapport avec sa propre volonté. On ne sort pas du rapport à soi de la volonté. El soberano en esa reforma es aquel que es capaz de tener una relación consigo mismo. Et c'est une difficulté sur laquelle bute Marx. Y es una dificultad sobre la que pivota Marx. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il ne parvient pas à débrouiller cette question de la souveraineté. Y es la razón por la que no es capaz de resolver esta cuestión desde el punto de vista. Il conçoit toujours la souveraineté du peuple comme un rapport à soi. Y considera siempre la soberanía del pueblo como una relación hacia sí. Et si, par souveraineté, on entend un tel rapport à soi, alors je pense qu'il faut en finir radicalement, une fois pour toutes, avec la souveraineté. Y si entendemos de este modo la soberanía, hay que acabar de una vez por todas con la soberanía. Voilà. Guillem, si ves que meto la pata en algo, me cortas y corriges, ¿vale? Gracias. Hola, buenas noches. Yo tampoco sé francés y además no soy filósofo, o sea que seguramente me he enterado de mucho menos de lo que se ha enterado el compañero anterior. Mi pregunta es quizá muy pragmática y llevada a la situación actual, al contexto que vivimos, ¿no? Nada abstracta. Y tiene que ver con, según ¿no? esta idea tuya de autogobierno, cuál sería el tipo de institución actual o la proyección de institución que podría acercarse más, ¿no? a estas características de autogobierno. Sobre todo por la manera en que lo planteas, me parece muy pesimista y a la vez muy esencialista, porque pues dentro de la democracia representativa liberal en la que vivimos, esas características que planteas, o según lo que he entendido, estamos muy alejados. Entonces, no sé, planteamientos como los actuales, por ejemplo, el municipalismo, ¿no?
que está ahora tan presente aquí en el Estado español, aún así está a años luz, ¿no?, de una posibilidad de ese acercamiento entre gobernante y gobernado. Entonces, por ahí va. Sí, gracias. Merci là aussi pour l'enjeu pratique, mais ma préoccupation est aussi pragmatique et pas simplement théorique. Dice que gracias por el enfoque práctico que le has dado, que es también el suyo. Je n'ai pas parlé des gilets jaunes No ha hablado de los chalecos amarillos et des mouvements sociaux actuels en France, y de los movimientos sociales actuales en Francia, mais il est question dans ce mouvement d'un refus de principe de toute représentation. pero hay un rechazo en estos movimientos de todo principio de representación. Les gens ne veulent pas des représentants. La gente no quiere representantes. Et quand ils parlent de représentants, c'est de gens qui parlent et agissent à leur place. Y cuando hablan de representantes, hablan de gente que habla y actúa en su lugar. C'est-à-dire exactement ce que Marx dit en 1843 lorsqu'il parle des représentants, ceux qui justement remplacent. Es lo que dice Marx en el 43, cuando al hablar de representantes lo plantea como aquel que me reemplaza. On peut faire des distinctions. Par exemple, en français, je peux dire, Podemos hacer distinciones. En francés se puede decir, je sais pas moi, quelqu'un dans une municipalité, par exemple en Espagne, alguien en un ayuntamiento en España représente au sens de rend visible representa en el sentido de hace visible des aspirations qui ne sont pas visibles la plupart du temps. aspiraciones que no son visibles la mayor parte del tiempo. Mais ça, c'est positif. Eso es positivo. Ce n'est pas la représentation au sens de la substitution et du remplacement. Eso no es la representación en el sentido de la sustitución o el reemplazo. Et c'est assez important parce que Marx nous aide effectivement sur ce point-là. Y esto es muy importante porque Marx nos ayuda en este punto concreto. Dans la mesure où l'expérience à laquelle vous avez fait référence, qui est celle du municipalisme, En la experiencia a la que has hecho referencia, la del municipalismo, qui n'est pas simplement une expérience espagnole, que no es solamente una experiencia española, je suis allé en octobre à Santiago du Chili. en octubre estuve en Santiago de Chile, estuvo. No vaya a pensar alguien que me iba a Chile. Et j'ai rencontré le maire, le jeune maire, très jeune maire, Se reunió con el alcalde, un alcalde muy joven, Charles, Georges Charles, je prononce mal. Et justement, c'est quelqu'un qui gère, entre guillemets, il dirige une équipe municipale, es alguien que dirige, entre comillas, un equipo municipal, qui dirige la seconde ville du pays. eh, La seconde ville du pays. que dirige la segunda ciudad del país. C'est comparable à Barcelone, du point de vue du rapport Madrid-Barcelone et Santiago-Valparaiso. Je l'ai rencontré à Santiago, il est maire de Valparaiso. Es alcalde de Valparaíso, que se encontraron en Santiago. Et là aussi, c'est la même démarche, c'est-à-dire celle d'une expérience d'autogouvernement municipal. Y ahí encontramos una experiencia de autogobierno municipal. Et justement, l'expérience de l'autogouvernement municipal, on la comprend tout de suite, et à mon avis, à juste titre, comme une expérience politique. Pero la experiencia la entiende desde una perspectiva muy política. Il ne lui vient pas à l'esprit de dire la répartition des fonctions générales doit se faire spontanément comme dans une entreprise, dans une fabrique, dans une coopérative de production avec un manager. No lo plantea como que el reparto de responsabilidades haya que hacerlo de una manera como se puede hacer en una empresa. Alors que ça, c'est la position de Marx en 1874-75. Esa es la posición de Marx en 1843. Mais ça n'est pas la position de Marx en 1871. Pero no es la posición de Marx en 1871. C'est là où la théorie et les questions pratiques se rejoignent. C'est-à-dire qu'en ce moment privilégié, je dis bien privilégié, en 1871, Marx n'est pas du tout saint-simonien, en tout cas il rompt dans la situation dans laquelle il intervient, il rompt avec cet héritage. Et il félicite la commune pour avoir posé la question de l'autogouvernement en termes de constitution politique, la constitution communale. Que el 71 es un momento en el que la teoría y la práctica se juntan y eso produce una ruptura en Marx, un cambio de perspectiva en Marx, el que explica su cambio de planteamiento teórico. Donc pour répondre directement à votre question, je ne suis pas essentialiste
Et je ne suis pas pessimiste. Para contestarte directamente a la pregunta, ni soy esencialista ni soy pesimista. Mais à condition que l'on fasse une distinction A condición que hagamos una distinción et que l'on comprenne que des délégués élus et révocables à tout moment, ce n'est pas la même chose que des représentants. Y entendamos que un delegado que es revocable en todo momento no es lo mismo que un representante, Au sens technique du terme de représentation politique. en el sentido técnico de representante político. Donc, les délégués ne sont pas des représentants. Los delegados no son representantes. Hay aquí un par de palabras. Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia. Me ha parecido muy interesante. Tampoco puedo hablar francés, así que lo siento. Con que habléis castellano clarito ya veis que lo Vale, entiendo. sí. Bueno, soy Lorena Costa, doctoranda de la UCM. Y bueno, a ver, mi pregunta sería... ¿hasta qué punto usted piensa que el último viraje que hace Foucault hacia cuestiones de la parresía y cuidado de sí es este mismo problema que ya plantea Marx sobre el tema del autogobierno comunal en esa disyuntiva? O sea, ¿hasta qué punto sería problematizar aún más este problema que ya tenía Marx y si se podría de alguna manera vincular bibliográficamente esa posible conexión subterránea? Connexion souterraine, très souterraine. Très souterraine. Conexión muy subterránea, Dans la mesure où je ne pense pas qu'il y ait le lien direct. en la medida en que pienso que no hay un lazo, una unión directa. Parce que dans le cours de Foucault, il est question en effet de la parésia, donc si on traduit le dire vrai, le dire vrai en politique. Porque en los cursos de Foucault hay una referencia a la parresía, al decir verdad, Ce qui, évidemment, peut aujourd'hui avoir un intérêt pratique et politique, Et le oui. dire vrai aujourd'hui. que puede tener hoy un interés político evidente. Mais la question de la parésia n'est pas du tout la même chose que la question de l'autogouvernement politique. Pero la parresía no tiene que ver con el autogobierno político, Il peut y avoir donc des connexions très indirectes, aunque puede haber conexiones indirectas. mais je dois même ajouter que dans la lecture que je fais, je ne suis pas le seul de ce texte de Foucault, de ce cours de Foucault, Pero en la lectura que hago de esa lección de Foucault, la parésia est un motif qui est assez ambigu, la parresía tiene un carácter ambiguo, dans la mesure où il est question de la difficulté pour le dire en la medida en que se trata de la dificultad para decir dans une démocratie en una democracia d'être un dire vrai. de ser un decir verdad. C'est assez important parce que tout le cours de Foucault problématise la difficulté du dire vrai dans la démocratie. La démocratie grecque, pas notre démocratie au sens libéral classique. Es importante porque todos los cursos de Foucault problematizan la cuestión del decir verdad en la democracia griega. Et la façon dont il répond à cette question, très allusivement, Y la manera en la que responde de manera muy alusiva a esta cuestión me semble faire écho à une préoccupation qui est plutôt platonicienne. parece hacer eco a una preocupación que le parece más bien platónica. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que Foucault était platonicien. Ah bon. Je n'ai pas du tout dit ça. Il n'est pas du tout platonicien. Mais sur ce point-là, dans la présentation qu'il fait de la parésia, du problème de la parésia dans la démocratie grecque, il y a un écho de certaines critiques qu'on peut trouver chez Platon. No es que Foucault sea platónico, sino que él encuentra un cierto eco platónico en la cuestión en cómo resuelve la cuestión de la paresia. Parce que c'est précisément un des thèmes essentiels du platonisme politique. Porque es uno de los temas esenciales del platonismo político. D'insister sur la difficulté du dire vrai dans la démocratie, Insistir en el decir verdad en democracia. au point d'aller très au-delà de ce que Foucault dit, jusqu'à dire que dans la démocratie, parce que c'est un régime où les démagogues l'emportent, aucun dire vrai n'est possible. Hasta decir que en la democracia, que al ser un régimen sometido a los demagogos, no es posible ningún decir verdad. Ça, c'est Platon.
C'est pas Foucault. Eso es Platón, no. Mais il y a dans la manière dont Foucault formule le problème de la parésia un écho des critiques de Platon. Pero en la manera en que Foucault plantea el problema de la parresía hay un cierto eco platónico. Donc ça n'a rien à voir avec la question de l'autogouvernement. Entonces no tiene nada que ver con el tema del autogobierno. Hasta las 9 y son menos 9, ¿no? Entonces os pido que las preguntas sean cortitas. Sí. Merci beaucoup, monsieur Darlot. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera es que cuando se menciona que la fórmula de Marx es autogobierno comunal, da toda la sensación de que no se quiere especificar qué tipo de gobierno es ese, sino que más bien hace referencia al ámbito de aplicación del ejercicio del gobierno, en este caso el municipio. Pero es cierto que si hay revocación de cargos, si es cierto que hay mandato imperativo, eso suena mucho a gobierno republicano. ¿Por qué no nos atrevemos a decir que la propuesta de Marx en el 18 de Brumario es un gobierno republicano? Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión tiene que ver con la referencia a los momentos históricos de rechazo de la representación. 1871 en París, con motivo de la guerra franco-prusiana, 1917 en Rusia, y en otros casos que podemos mencionar, ¿no? Los momentos de rechazo de la representación pueden ser momentos instituyentes, donde efectivamente se puede producir una situación como la que describe Marx como válida también para el gobierno instituido. Y eso es lo que me rechina, lo que no acabo de ver claro, que el rechazo de la representación pueda funcionar de manera habitual como política instituida y no como política instituyente o como movimiento instituyente. No sé si me explico. Si la crítica de la representación Bon, deux questions qui sont difficiles. La première question sur le gouvernement républicain. En un sens, oui, vous avez raison, tout dépend de ce qu'on entend par république. Todo depende de que entendamos por república. Dans la République, il y a, il me semble, res publica. Mais res publica, si vous lisez par exemple les auteurs latins, vous apercevez que dans l'histoire de la République romaine, ça a été interprété de manière différente. El concepto de res pública en la historiografía romana ha sido interpretado de diferentes maneras. Par exemple, en 133 avant Jésus-Christ, En el 133 a.C., vous avez l'affaire de Tiberius Gracchus, el asunto Tiberio Graco, et vous avez à ce moment-là une définition de la res publica comme res populi, c'est-à-dire comme chose du peuple. se define la res pública como res populi. Je suis tout prêt à reprendre cette définition. Él está dispuesto a recoger esa definición. Si public veut dire, si publica veut dire populi, alors à ce moment-là, oui, je suis entièrement d'accord. En revanche, dans Cicéron, Si pública quiere decir populi, está de acuerdo. en revanche, c'est Cicéron, vous avez souvent l'idée que la res publica est la chose du Sénat. La chose du Sénat. Donc d'une oligarchie. Mientras que Cicerón dice que la res pública es asunto del Senado, ¿no? Entonces, por lo tanto, de una oligarquía. En ce sens, pour moi, c'est la négation complète de ce que dit Marx à propos de la Commune de Paris. Lo cual sería la negación completa de lo que dice Marx con respecto a la Comuna de París. Mais pour aller dans votre sens, Marx dit que la Commune a réalisé la formule du gouvernement bon marché. Marx dice que la Comuna ha realizado la fórmula del gobierno barato, o marché, Bon marché, à peu de frais. Pas cher. sí, Ouais. barato, C'est bon. Et cette formule-là appartient à toute la tradition républicaine, Esa fórmula pertenece a toda la tradición et même à une autre republicana. tradition. Donc il a le souci, en même temps, de faire en sorte que l'idée de la constitution communale soit une idée assez claire et précise, y compris pour ceux qui sont les acteurs de la commune en France. Su intención es que la idea del gobierno comunal
sea comprensible por aquellos que van a ser sus actores. Il fait quelque chose d'extraordinaire. Hace algo extraordinario. Il est capable de dire, bon, tout ce que j'ai dit sur la dictature du prolétariat, je n'en parle plus. Bueno, todo lo que he dicho sobre la dictadura del proletariado no tiene valor. Je n'en parle plus, c'est pas je n'en parle plus parce que je mets ça sous le boisseau et je reparlerai après. Non, il dit parce que ça ne convient pas à ce qui se passe, tout simplement. Ça ne peut pas coller avec l'expérience qui est en train d'avoir cours. Yo no hablo más no porque me lo guardo y lo sacaré más tarde, sino porque no pega por la experiencia política que acabamos de tener. Donc il fait quelque chose de très important. Hace algo muy importante. Il est amené à ouvrir le présent de la commune à sa propre nouveauté. Abre el presente de la comuna a su propia novedad. C'est extraordinaire ça. Es extraordinario. D'être à ce point-là attentif à ce qui est en train de s'inventer. Está muy atento a lo que está en proceso de inventarse. Et c'est même ce qui fait l'intérêt de Marx. Es lo que hace de Marx alguien interesante. Voilà. Et c'est qu'en 1870, un an avant la Commune de Paris, il dit à propos de son œuvre, il faut tout reprendre depuis le commencement. En 1870 dice con respecto a su obra, hay que volver a empezar de cero. Il parle du Capital. Habla del Capital. Il parle de l'œuvre dont il a publié le premier volume en 1867. Habla del Capital, de la obra de la que ha publicado el primer volumen en 1867. Ça fait du bien de lire et de rencontrer en lisant quelqu'un qui est capable de revenir de façon critique sur sa propre position. Está bien encontrar a alguien que es capaz de ser crítico con su propia posición. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est la question de la politique instituante et de la politique instituée. Alors oui, bien sûr, il y a le moment instituant. Et le moment instituant ne peut pas ne pas comporter une critique très impitoyable de la représentation politique. El momento instituyente Instituant, le moment de la politique instituante nécessairement implique une critique de la représentation politique. implica necesariamente una crítica a la representación. Mais je dirais que tout le problème, c'est de savoir comment l'instituant se continue à travers l'institué. El problema está en saber cómo lo instituyente se continúa a través de lo instituido. C'est le problème qu'avec Christian nous nous sommes posés en écrivant le chapitre 10 de Commun. Es el problema que se ha planteado con Christian Laval en el capítulo 10 de Común, Qui s'appelle la praxis instituante, que se titula La praxis instituyente, où il est question par conséquent de la dimension active, puisque c'est un participe présent en français, donc on dit instituante, que trata precisamente de la cuestión activa, el presente. et donc c'est la question de la continuation de l'instituant dans l'institué. La cuestión de la continuación de lo instituyente en lo instituido. Alors, c'est pas pour dire il faut une révolution en permanence tous les jours, No es para tratar de una revolución permanente de todos los días, avec une assemblée quotidienne qui prend souverainement, entre guillemets, des décisions. una asamblea general que toma constantemente decisiones. C'est pas du tout ça. No se trata de eso. C'est comment on ménage une place à l'intérieur de l'institué pour Como la reprise en cause de l'institué lui-même. Se trata de ver cómo se genera un espacio dentro de lo instituido mismo para poner en cuestión lo instituido y seguir avanzando. C'est la relance de l'institut. Relance, La relance, relancer. es Voilà. volver a lanzar lo instituido. Donc il faut accorder la possibilité à l'intérieur de l'institué d'une relance de l'instituant. Por lo tanto, se trata de acordar dentro de lo instituido una posibilidad de relanzar lo instituyente. Nous avons appris beaucoup, je termine là-dessus, d'une école ou d'un courant de psychologie. Hemos aprendido mucho de una corriente de psicología, C'est pas la psychanalyse de Lacan, no es el psicoanálisis de Lacan, c'est la psychothérapie institutionnelle. la psicoterapia institucional. C'est un... oui, on est à Barcelone. C'est un psychiatre catalan, Es un psiquiatra catalán, François Tosquelles. François Tosquelles, qui est un psychiatre qui s'occupait de l'organisation de la psychiatrie à l'intérieur de l'armée républicaine espagnole. un psiquiatra que se ocupaba de la organización de la psiquiatría dentro del ejército republicano español. Il était condamné à mort par Franco.
condenado a muerte por Franco. Il a dû partir, comme des milliers d'autres, traverser la frontière française. Y como muchos otros miles atravesó la frontera francesa. Il est arrivé dans un lieu qui s'appelle Saint-Alban, Y llegó a un lugar que se llama Saint-Alban, un hôpital psychiatrique, un hospital psiquiátrico. en 1941. En 1941 Il a fondé, entre guillemets, ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. y ha fundado la psicoterapia institucional. C'est quelqu'un qui a fait un travail remarquable. C'est un praticien. C'est d'abord et avant tout un praticien. Ha hecho un trabajo muy interesante, sobre todo desde una perspectiva práctica. C'est quelqu'un qui a introduit une distinction que je trouve capitale Ha introducido una distinción capital entre établissement et institution. entre establecimiento e institución. Je prends un exemple. Un hôpital psychiatrique, c'est un établissement. Un hospital psiquiátrico es un establecimiento. Un musée, c'est un établissement. Un museo es un establecimiento. Un lycée, c'est un établissement. Une université, c'est un établissement. Un instituto o una universidad es un establecimiento. C'est-à-dire une projection plus ou moins directe de la logique de l'État. Un établissement, c'est une projection plus ou moins directe de la logique de l'État. Un establecimiento es una proyección de la lógica del Estado. Je dis par exemple, si dans un hôpital psychiatrique, vous avez un club thérapeutique, lui qui formule l'invention de la formule du club thérapeutique. ¿Club? Club thérapeutique, un club. Ah, club. Un club. Vale. Si en un hospital psiquiátrico tienes un club terapéutico, À ce moment-là, vous avez des soignants et des patients en ese momento tienes pacientes y curadores qui délibèrent que deliberan et qui prennent des décisions à égalité. y que toman decisiones en igualdad. Ça, c'est l'institution. Eso es, Ça, c'est ce qu'il appelle une institution. eso es una institución. Donc, il reprend complètement le problème de l'institution. Et au lieu de dire l'institution, c'est un appareil de pouvoir qui domine les individus, il dit l'institution, c'est ça, quand il y a une coparticipation et une codélibération et une codécision. Hace una lectura diferente del concepto de institución y entiende por ello un momento en el que hay una participación y una coimplicación. Et c'est génial. Y es genial. Parce qu'au lieu de se poser le problème en disant comment adapter tel individu à l'institution, ça c'est la manière traditionnelle, No se plantea el problema de cómo adaptar el individuo a la institución, lui il se pose le problème inverse. Comment faire en sorte que l'institution soit à la mesure de l'individu? se plantea el problema inverso, cómo adaptar la institución a la medida del individuo. Et il répond par l'instituant. Y responde por lo instituyente. Pas le pouvoir du médecin, l'instituant. Médecin, infirmier et patient en même temps, No el poder del médico, sino médico, enfermero y paciente al mismo tiempo, à égalité. en igualdad de condiciones. Y lo siento, pero lo vamos a tener que dejar aquí, porque se nos pasa el tiempo. Ya sé que había más palabras, pero como vamos a tener más días y Pierre va a estar por aquí, pues quizá podamos seguir el diálogo. Muchísimas gracias y mañana continuamos.